La Turquie a abrité l'une des économies majeures les plus turbulentes du monde au cours des 2 dernières décennies. Nous avons découvert une économie aux fondamentaux incroyablement solides, mais complètement minée par des décisions macroéconomiques inhabituelles. L'inflation est le problème majeur du pays depuis 5 ans, la livre turque ayant perdu 96% de sa valeur par rapport à la réserve mondiale depuis que la monnaie a été introduite pour la première fois en 2005. Cette situation est d'autant plus préoccupante que la raison pour laquelle le pays a introduit une nouvelle monnaie en 2005 était le remplacement de l'ancienne lire turque, une monnaie qui a elle-même échoué en raison de l'hyperinflation. Il est donc facile de comprendre pourquoi les économistes et les acteurs habituels de l'économie commencent à considérer qu'il s'agit d'un problème quelque peu systémique. La perte de valeur actuelle de 96% est également comparée au dollar, qui a lui-même perdu environ 40% de son pouvoir d'achat au cours de la même période. Alors oui, l'inflation en Turquie a été sévère et constante. Mais sur une note plus positive, il y a des nouvelles qui pourraient indiquer que les choses commencent à s'améliorer. Le pays s'obstinait à maintenir des taux d'intérêt bas, ce qui ne faisait qu'accélérer l'inflation. Mais au cours des derniers mois, il a finalement commencé à relever ses taux, ce qui devrait en théorie stabiliser la valeur de la monnaie et par extension le reste de l'économie. Le problème, c'est que cela ne semble pas fonctionner, du moins pas encore. Il s'agit peut-être simplement du problème du trop peu, trop tard. Mais le plus grand défi de la monnaie est d'amener les gens à l'utiliser au lieu de faire des affaires avec d'autres monnaies étrangères plus fiables. Après 2 décennies et 2 échecs, il est difficile de convaincre une population très intelligente que cette fois-ci sera différente. La tragédie de tout cela, c'est qu'en dehors de ces chiffres farfelus, la Turquie est une économie très prometteuse. Elle dispose d'une main-d'œuvre énorme et talentueuse, d'une richesse de ressources naturelles et de beauté naturelle, et par-dessus tout, elle est un point mondial magistral et essentiel entre des factions économiques qui s'éloignent l'une de l'autre. L'art des bonnes affaires consiste à être un bon intermédiaire, et la Turquie pourrait jouer un rôle très précieux dans la nouvelle économie mondiale si elle parvenait à maîtriser sa propre situation. Donc, comment se porte l'économie turque depuis la dernière fois que nous l'avons étudiée ? Pourquoi la Turquie a-t-elle été incapable de maîtriser l'inflation ? Et enfin, quelles solutions réalistes lui reste-t-il pour stabiliser son économie ? Un petit rappel de la situation de la Turquie s'impose donc. Entre le milieu et la fin des années 2000, la Turquie était l'une des économies à la croissance la plus rapide au monde, grâce à une série de facteurs. Jusqu'alors, le pays avait connu des problèmes constants d'inflation, mais de nouvelles lois donnant plus de pouvoir à la banque centrale pour jouer un rôle actif dans la stabilité des prix et une nouvelle monnaie commençaient enfin à contrôler l'inflation. L'idée d'une banque centrale indépendante pour définir sa propre politique monétaire consiste, si l'inflation devient trop élevée, à élever les taux d'intérêt, ce qui rend simultanément l'emprunt d'argent plus coûteux et l'épargne plus lucrative. Ainsi, la quantité d'argent en circulation active doit être réduite, ce qui doit encourager les entreprises à baisser leurs prix pour se disputer les quelques dollars ou lires qui sont en circulation. Des taux d'intérêt plus élevés sont cependant très impopulaires sur le plan politique, car ils infligent une grande souffrance financière. L'indépendance d'une banque centrale lui permet de prendre ces décisions impopulaires, mais souvent essentielles. L'indépendance de la banque centrale a montré à l'économie turque qu'elle prenait la stabilité des prix au sérieux, ce qui a donné confiance non seulement à la population locale, mais aussi aux investisseurs internationaux potentiels. Le remplacement de l'ancienne monnaie à un taux de 1 million pour 1 a également contribué à ramener la livre turque au niveau des autres monnaies mondiales. Si un investissement d'1 milliard d'euros est échangé contre un quadrillion de lire turques, les choses deviennent difficiles à gérer et cela détruit un peu la confiance dans le système financier du pays. Donc même si le remplacement de la monnaie ne fait rien en termes réels, il a beaucoup contribué à instiller un sentiment de confiance dans le nouveau système. Pendant un certain temps, cela a fonctionné. Entre 2001 et 2013, la production économique du pays a plus que quadruplé et le pays a réalisé d'importants investissements dans l'industrie, l'éducation et le commerce international. La Turquie se situe géographiquement comme un pont entre les marchés de consommation et les industries de pointe de l'Europe et les richesses en ressources naturelles du Moyen-Orient et de la Russie. Déjà à l'époque, la Turquie accueillait des infrastructures énergétiques et jouait le rôle de médiateur entre ces deux marchés, ce qui était bénéfique pour les deux parties, mais encore plus pour la Turquie qui engrangeait des revenus fiables et durables en accueillant ce commerce. À cette époque, le pays s'est détourné de l'agriculture pour se tourner vers des industries telles que l'industrie manufacturière de moyenne et haute gamme, la construction et la finance. La finance, en particulier dans le cadre de l'ancien système financier turc, aurait été pratiquement impossible. Mais pendant un certain temps, cette industrie a prospéré, notamment en prêtant de l'argent aux ménages pour qu'ils profitent de l'essor économique fulgurant que connaissait le pays.
Le gouvernement lui-même a pu superviser cette croissance sans trop s'endetter, ce qui signifie qu'en théorie, il pouvait intervenir et aider l'économie si elle avait besoin d'un coup de pouce grâce à l'ancienne planche à billets. Mais bien sûr, cela n'a pas duré éternellement. La production annuelle de la Turquie a culminé en 2013, avant d'entamer un lent déclin pour le reste de la décennie, et elle n'a toujours pas atteint le même niveau de production depuis lors. Le problème est que la nouvelle banque centrale indépendante a dû faire un choix très difficile. Après avoir obtenu son indépendance en 2001, elle a augmenté les taux d'intérêt pour stabiliser l'inflation, mais elle les a lentement abaissés au fil du temps pour encourager l'activité économique locale. Même pendant la période de croissance économique rapide du pays, la valeur de la monnaie a continué à baisser, mais la banque centrale n'a pas voulu augmenter les taux parce que cela aurait pu étouffer la croissance. De toute façon, une monnaie dévaluée n'est souvent pas la pire des choses dans une économie en croissance, car elle rend les exportations plus compétitives et les importations plus chères, ce qui encourage les gens à consommer sur le marché intérieur. Mais si le glissement de la livre turque devenait trop extrême au point de dépasser la croissance globale de l'économie, le pays se retrouverait dans la même situation que lors de la crise d'hyperinflation de 2001. Au même moment, les taux d'intérêt en Europe et aux États-Unis étaient au plus bas pour lutter contre la lenteur de la reprise économique après la crise financière mondiale, de sorte que de nombreux investisseurs turcs ont emprunté de l'argent dans ces pays à des taux proches de 0% et l'ont ensuite utilisé pour spéculer en Turquie, où la croissance atteignait des niveaux records. Cela a créé une situation où la majorité de la dette du secteur privé du pays était libellée en devises étrangères, et il fallait finalement la rembourser, ce qui signifiait généralement échanger la livre turque, ce qui faisait baisser sa valeur. Il n'y avait pas non plus beaucoup de demandes internationales pour cette monnaie, car la Turquie était toujours un importateur net de biens, et même si ses taux d'intérêt étaient beaucoup plus élevés que ceux de l'Occident, ils ont baissé après la dévaluation de la monnaie, de sorte qu'en gardant de l'argent en lire, les gens perdaient de l'argent par rapport à leur monnaie nationale. Si les investisseurs étrangers souhaitaient s'exposer au marché turc, ils devraient normalement accepter ce problème et en tenir compte dans leurs calculs. Si un Australien veut acheter une maison aux États-Unis, il devra échanger ses dollars australiens contre des dollars américains pour acheter cette maison, ce qui devrait, toute chose égale par ailleurs, faire baisser le prix du dollar australien et augmenter celui du dollar américain. Ce faisant, l'investisseur australien accepte également un certain niveau de risque de change. Si le prix de son bien immobilier double, mais que le dollar américain diminue de moitié par rapport au dollar australien, l'investisseur australien devra alors acheter un bien immobilier à un prix inférieur à celui du dollar américain. Bien sûr, en réalité, une seule personne ne sera pas en mesure de déplacer suffisamment de devises pour avoir un impact tangible sur les taux de change. Même si suffisamment d'investissements commencent à circuler dans un sens, cela fera bouger les prix. En Turquie, à cette époque, les investisseurs étrangers n'avaient pas ce problème. Ils pouvaient simplement utiliser leur propre monnaie pour éviter le risque de change, puisqu'une grande partie du pays contractait de toute façon des prêts en devises étrangères. Cela signifie que très peu de gens achetaient des lirs, mais que beaucoup les vendaient pour payer les importations ou pour couvrir les remboursements de prêts étrangers. La Banque centrale ne pouvait pas non plus augmenter les taux d'intérêt trop rapidement pour compenser cette situation, car cela n'aurait fait qu'encourager l'emprunt à l'étranger si les prêts nationaux devenaient plus chers qu'ils ne l'étaient déjà. Pour aggraver les choses, la plupart de ces investissements étaient consacrés à des actifs improductifs comme l'immobilier, plutôt qu'à la construction d'industries susceptibles de générer des flux de trésorerie pour assurer le service de ces paiements, comme les usines, les ports, la formation ou d'autres infrastructures. Cette situation a fortement encouragé la spéculation sauvage qui a jeté de l'huile sur le feu de la croissance économique jusqu'à ce que tout s'écroule. Les catalyseurs de ralentissement sont difficiles à cerner, mais la tentative de coup d'État en 2016 n'a certainement pas aidé. Suite à cette manifestation d'instabilité politique et aux mesures de rétorsion prises par le gouvernement, le niveau des investissements étrangers en Turquie a considérablement ralenti, car les gens n'étaient plus aussi sûrs de l'avenir du pays. Un an plus tard, lors d'un référendum motivé par la tentative de coup d'État, le pays a modifié sa constitution pour donner beaucoup plus de pouvoir à son chef d'État, ce qui signifiait indirectement que le nouveau président pouvait exercer un contrôle beaucoup plus important sur des questions telles que les taux d'intérêt. C'est à ce moment-là que la dévaluation de la lire est passée d'un problème lent affectant principalement les industries opérant à l'échelle internationale à une crise totale caractérisée par une inflation extrêmement élevée. Cette crise a été largement couverte et nous avons même réalisé une vidéo entière à son sujet il y a 2 ans, alors qu'elle était en pleine évolution. Comme toujours, nous ne voulons pas trop nous répéter ici. En bref, des motivations idéologiques ont poussé le gouvernement à faire pression sur la banque centrale pour qu'elle maintienne les taux à un niveau bas.
Pour ce faire, ils ont licencié tous les directeurs de banque centrale qui avaient relevé les taux, ce qui a entraîné une spirale inflationniste qui a atteint 80% en taux annualisé. À ce niveau extrême, l'inflation avait un impact très tangible sur les classes populaires du pays qui n'avaient pas les moyens de placer leurs richesses dans des devises étrangères. L'argument avancé était qu'une monnaie moins chère rendrait la Turquie plus compétitive à l'exportation, car le prix de ses produits serait artificiellement déflaté. Cet argument n'était pas totalement dénué de fondement. Certains pays, la Chine en particulier, ont contrôlé la valeur de leur monnaie pour rendre leurs biens et services plus compétitifs dans les pays dont la monnaie a plus de valeur, ce qui a contribué à leur domination en matière d'exportation au cours des 3 dernières décennies. Mais le plan turc ne tient pas compte de toutes les nuances. Le simple fait d'avoir une monnaie dont la valeur nominale est inférieure à celle d'une autre monnaie ne rend pas automatiquement les produits moins chers. Le Japon n'est pas 160 fois plus compétitif que les États-Unis parce que sa monnaie a une valeur nominale 160 fois inférieure. C'est vraiment une question de pouvoir d'achat. Si 10 dollars américains permettent d'acheter un marteau aux États-Unis et que l'équivalent d'environ 1600 yens permet également d'acheter un marteau au Japon, il n'y a pas d'avantage intrinsèque à importer ce marteau du Japon. Mais si le gouvernement japonais laisse intentionnellement filer la valeur de ses devises en abaissant ses taux d'intérêt ou en vendant une grande partie de sa monnaie sur les marchés d'échange, ces 10 dollars pourraient permettre d'acheter 3200 yens, ce qui suffirait pour acheter 2 marteaux au Japon, d'où l'intérêt d'importer ces marteaux. Finalement, lorsque les importateurs convertissent leurs dollars en yens pour acheter des marteaux japonais, la valeur de la monnaie remonte et les entreprises japonaises finissent par se rendre compte qu'elles peuvent facturer leurs marteaux plus cher. Mais cela peut prendre beaucoup de temps, et dans l'intervalle, le Japon a bénéficié d'un énorme coup de pouce de la part de son industrie nationale de fabrication de marteaux. Il s'agit bien sûr d'un exemple extrêmement simplifié, mais le problème de la Turquie est qu'elle n'est pas une grande économie d'exportation, qu'elle a même un déficit commercial assez important et que tout ce que cela fait, c'est rendre ses importations plus chères, ce qui étouffe les industries nationales. La Turquie serait en mesure d'apporter une valeur ajoutée beaucoup plus importante en agissant en tant qu'importateur et exportateur compte tenu de sa fantastique position géographique et de ses liens entre l'Est et l'Ouest. Mais une monnaie que personne ne veut gérer rend ce rôle très difficile à remplir. La Turquie a également tenté de restreindre l'utilisation des devises étrangères dans le pays en réponse aux problèmes causés par les emprunts étrangers. Mais là encore, cela ne fait que nuire davantage à l'économie réelle parce que cela rend la Turquie plus difficile à traiter en tant que partenaire financier et commercial. L'autre argument en faveur du maintien de taux d'intérêt bas est encore plus idéologique. Le président et son gouvernement ont déclaré que l'intérêt était usuraire et immoral. Cet argument dépasse largement notre domaine d'expertise, mais il prive le pays d'un outil vital pour résoudre l'un de ses problèmes les plus urgents. Quoi qu'il en soit, la situation d'alors n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Progressivement, le gouvernement est revenu, volontairement ou non, sur un grand nombre de ses décisions et la Banque centrale a de nouveau augmenté les taux d'intérêt qui, au moment de la réalisation de cette vidéo, se situent à plus de 50%. Malheureusement, cela ne semble pas avoir beaucoup d'effet, car dans le même temps, le pays imprime des quantités records de sa monnaie et les distribue sous forme de prêts par l'intermédiaire de ses banques, principalement aux entreprises. Les entreprises sont heureuses d'accepter ces prêts, même à des taux d'intérêt extrêmement élevés, car l'inflation reste supérieure aux intérêts des prêts, ce qui signifie qu'elles bénéficient d'un taux d'intérêt réel négatif. En d'autres termes, elles sont indirectement payées pour emprunter de l'argent. Un autre mécanisme censé atténuer l'inflation l'a en fait provoqué. Les Turcs n'étaient pas incités à épargner leur argent parce qu'ils perdaient de la valeur très rapidement. Au lieu de cela, ils ont essayé de le dépenser le plus rapidement possible, ce qui a encore accru l'inflation. Pour lutter contre ce phénomène, le gouvernement a annoncé la création d'un compte d'épargne spécial couvert contre la baisse de la valeur de la lire. Les liquidités conservées sur ce compte recevraient un intérêt spécial égal à la base de la valeur de la monnaie, en plus d'un intérêt régulier, de sorte que les épargnants seraient récompensés pour avoir gardé leur argent à la banque au lieu de le dépenser dès qu'ils l'auraient reçu. Le problème qui en découle est qu'il s'agit d'une boucle de rétroaction de la création monétaire. Si l'inflation au cours d'une année était de 50%, ces comptes d'épargne rémunéraient leurs titulaires à hauteur de 50% supplémentaires, ce qui ne faisait qu'accroître la masse monétaire, poussant les prix à la hausse, ce qui nécessitait des primes encore plus importantes sur ces comptes. Sans surprise, le gouvernement a rapidement mis fin à ce système après les dernières élections. Il semble donc que tout ce qu'il fait ne fait qu'empirer la situation. C'est pourquoi il est probablement plus productif de se demander s'il y a des solutions pour la Turquie.
Le pays est déjà passé par là. Le calendrier économique actuel a effectivement commencé après que le pays ait fait une remise à zéro majeure de l'hyperinflation. Mais les solutions ne seront pas agréables, et de manière réaliste, elles nécessiteront un changement politique majeur et une remise à zéro de la monnaie ainsi que des institutions qui la gèrent. Les jeux financiers consistant à déplacer des nombres de plus en plus importants sur des comptes ont des répercussions très tangibles sur l'économie réelle. Une monnaie est censée être une réserve de valeur et un moyen d'échange. Et si personne à l'intérieur ou à l'extérieur du pays ne lui fait confiance pour cela, l'économie se voit privée d'un outil de base pourtant essentiel pour fonctionner. Faire tourner une économie sans monnaie fiable, c'est comme faire tourner un moteur sans huile. Les choses finissent par s'enrayer. C'est vraiment dommage, car ce que la plupart des médias ne mentionnent pas, y compris nous-mêmes lors de notre dernier reportage sur le pays, c'est qu'en dehors des manigances monétaires qui font les gros titres, la Turquie a une économie très prometteuse. Sa population est nombreuse, bien éduquée et jeune, ce qui lui confère une position idéale pour tirer parti d'une main-d'œuvre dont les coûts sont plus compétitifs que ceux de ses voisins européens à l'ouest, mais qui est plus qualifiée que celle de ses voisins de l'est, riches en ressources. La Turquie dispose également d'un énorme potentiel touristique. Même avec tous les problèmes très publics et très médiatisés auxquels le pays a été confronté au cours de la dernière décennie, il reste l'une des destinations touristiques les plus populaires au monde, ce qui a constitué par le passé une source vitale d'entrée de devises étrangères, les touristes apportant avec eux leur propre argent à dépenser. Le pays est également extrêmement populaire pour le tourisme médical, une forme de tourisme très lucrative puisque les gens dépensent beaucoup plus en services qualifiés pour se faire greffer des cheveux qu'ils ne le feraient pour quelques cocktails dans un hôtel. Si le pays peut afficher un niveau de stabilité et de paix dans le monde, il n'y a aucune raison pour que cela ne devienne pas un secteur de croissance majeur en soi. Le pays pourrait également continuer à être un intermédiaire mondial et bénéficier de la tendance au friendshoring. La Turquie fait partie de l'OTAN, mais entretient également des relations étroites avec la Russie. Elle est culturellement proche de nombreuses grandes puissances du Moyen-Orient, mais elle fait également partie de l'union douanière de l'UE. Au fur et à mesure que ces groupes s'éloignent les uns des autres, il y aura beaucoup d'argent à gagner d'un côté ou de l'autre en tant que figure qui est amie avec tout le monde, ou du moins qui est prête à dire les bonnes choses pour que l'argent continue à circuler. Personne ne peut prédire l'avenir, et encore moins les économistes, mais l'OCDE prévoit que la Turquie sera la 5e économie mondiale en termes de parité de pouvoir d'achat en 2060. Cela en ferait également la première économie d'Europe et la première économie du Moyen-Orient. Il s'agit d'une énorme machine économique qui n'a pas reçu le lubrifiant nécessaire à son bon fonctionnement, ce qui est vraiment dommage compte tenu de son potentiel réel. L'Argentine est une autre économie qui a connu une lutte apparemment sans fin contre l'inflation. Nous avons réalisé une vidéo sur ce pays il y a quelques mois, sur laquelle nous reviendrons bientôt, mais pour l'instant, vous devriez pouvoir cliquer sur cette vidéo sur votre écran. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ciao!